Bonjour. Je commence par un fait historique. En 1936, à la montée de l'époque stalinienne, les universités russes, soviétiques à l'époque, ont su une réforme importante qui a introduit la grille universelle des salaires des agents publics, qui n'avait rien à voir avec la montée de la répression simultanée de l'époque. Et ceux de vous qui connaissez un peu l'histoire russe savaient que 36-37, ça a été l'acmé de la répression massive et de la construction de goulag qui a été encore méconnu à l'Occident à l'époque, mais qui a ravagé les universités, les milieux cultivés et la population en général de l'Union soviétique. Alors, est-ce que l'introduction de la grille universelle avait quelque chose avec les répressions, avec la violence extrême que le gouvernement stalinien a appliquée à la population? Je dirais plutôt non. Et ça, c'est un paradoxe qui est bien connu de l'histoire de l'État social en Europe, par exemple avec les réformes bismarckiennes qui étaient loin d'être émancipatrices par rapport aux ouvriers, mais qui ont porté certains éléments de la protection sociale qui ont servi ensuite et qui ont été récupérés, réappropriés par les fractions plus réformistes, plus progressistes au sommet de l'État, par les partis, par les syndicats, et qui ont permis un montage de l'État social qu'on connaît aujourd'hui et qui, pour nous, est une référence aussi dans la mobilisation sociale et dans les luttes. Alors, ce qui a été installé en 1936 à l'Union soviétique, la grille universelle des salaires pour les agents publics, c'était quelque chose qui a existé ensuite pendant des décennies et qui était une forme de la protection sociale à l'université. Et même les campagnes de la pression, de la répression politique que l'Union soviétique ne manquait pas lors de son histoire, ont dû faire face à certaines exigences formelles, certaines exigences juridiques qui ont été associées avec ces mécanismes administratifs de la rémunération, de la protection sociale, des CDI qui s'installaient progressivement dans le système académique soviétique. Cette grille universelle des salaires, alors remontant à l'époque soviétique et même à l'époque stalinienne, a été démantelée en 2008 d'une manière aussi rapide que dans l'État stalinien. Durant 2 ou 3 mois, la grille a été abandonnée légalement et ensuite, afin de le mettre en marche, le nouveau système, le nouveau modèle de la rémunération, les profs ont été appelés un par un dans les bureaux de l'administrateur, de président de l'université, de doyen de fac, etc. Et on était mis devant un choix assez radical, soit vous signez un nouveau contrat en abandonnant volontairement votre adhésion à la grille universelle, soit vous partez à la recherche d'un lieu où vos compétences et votre vision de la justice sociale soient plus au bienvenu. Sauf qu'un endroit pareil n'existait plus dans le paysage universitaire russe, puisque le décret avait le caractère fédéral, il partait du ministère, et donc toutes les universités, durant 2 mois, sont passées du modèle de la rémunération du service public, du type bureaucratique, soviétique, si vous voulez, mais aussi du type de la fonction française, de la fonction publique française, sont passés à un modèle de rémunération qui a été appliqué avant et qui est bien connu et basé sur la prime. Tout d'abord, aux universités, les primes tablaient sur 15% des salaires par rapport au salaire de base. Mais la réforme n'était pas projetée, n'était pas construite pour s'arrêter sur ces chiffres. Et aujourd'hui, les primes tablent sur 30 jusqu'à 70% des revenus des professeurs. C'est-à-dire, les salaires de base peuvent arriver à 200, 300 euros par mois, et le reste de revenus d'un professeur, d'un enseignant, d'un chercheur, ce sont les primes d'excellence, qui, parmi d'autres, comptent les primes d'activité administrative
et notamment de certaines formes de loyauté, de la proximité à la présidence, etc., etc. Alors, j'ai choisi exprès cet exemple, on peut, comment dire, plat, oui, pas plat, mais je veux dire plat dans les conditions actuelles que la Russie vit, soit comme un pays qui a lancé l'agression militaire contre l'Ukraine, soit comme un pays qui va subir sûrement les répressions politiques très explicites, peut-être pas et sûrement pas du type stalinien, mais quand même très sensible. J'ai choisi cet exemple pour dire que certains éléments du modèle qui se sont élaborés en Russie à partir du début des années 90, à partir de la réforme qui a été conçue à la fois comme libératrice de l'héritage soviétique, politique, du système dictatorial, du système autoritaire, mais aussi comme une certaine forme de l'adhésion aux normes et aux modèles mondialement reconnus, cette histoire a des éléments qui ne sont pas forcément réductibles à la dictature, au stalinisme et au passé, puisque dans certaines dimensions de l'existence de systèmes institutionnels, du réseau universitaire, des modèles académiques, la Russie s'est retrouvée bien en avant, plusieurs pas en avant par rapport à l'Europe. Et quand j'ai commencé à discuter ça avec les collègues à la fin des années 2000, au moment où la France a commencé à faire les premières entrées dans ce système-là, évidemment, le choc de la comparaison a été trop fort. On ne voyait pas les similitudes. Le statut de fonctionnaire en France a été encore très bien protégé. On prévoyait encore la destruction du système académique, mais on ne vivait pas dedans. Tandis qu'aujourd'hui, 10, 12, 13 ans plus tard, on est en plein dedans et on voit bien que ce qui a été installé en Russie, en termes de la gestion néolibérale des universités, l'imposition des primes, la précarisation d'emplois, la suppression des formes de la sécurité sociale du travail académique, sont les éléments tout à fait du système néolibéral que Béatrice a mentionné. Et on voit bien que ça a commencé plutôt à la périphérie et aujourd'hui, ça touche la vieille démocratie académique dont la France fait partie. Les formes de cet affaiblissement de la sécurité du travail académique venaient ensemble avec un autre élément très important de ce réformisme qui était en partie voulu et en partie spontané. Ça a été la remise de la délégation, mais peut-être pas la délégation, on peut parler aussi de l'usurpation, mais c'est une terminologie un peu trop forte, du pouvoir académique par les unités exécutives du monde universitaire et académique, et notamment par la présidence, par les doyennes, par les bureaux administratifs des institutions. Ça a été une mesure qui a été installée très rapidement après une grande ouverture des débats de la démocratie académique de la fin des années 80, où, paradoxalement, les participants soviétiques de cette dynamique gardaient encore le statut d'agent public, d'agent d'État, et qui avaient suffisamment du temps libre pour discuter les formes de la démocratie académique. Les discussions de la fin des années 80 au sein des universités, au sein des instituts de recherche, ont été clôturées assez naturellement par une crise économique très féroce, une baisse de financement des établissements, des budgets d'État qui a diminué les subventions et le financement direct par 10 fois. Et donc, certaines universités sont passées d'un coup à une situation où ils n'avaient pas de sous pour payer l'électricité, pour payer les factures d'électricité. Et dans cette situation-là, les présidences et les doyennes, les équipes des doyennes sont passées à un régime de management de crise. C'est-à-dire, ils ont commencé d'utiliser tous les moyens accessibles et possibles afin d'abord assurer l'existence physique et matérielle de l'infrastructure. Et donc, tous les moyens étaient bien. Par exemple, l'allocation et la sous-location des surfaces académiques, des surfaces universitaires à tout type d'entreprises
y compris de la production de la pornographie, etc. Quelques exemples flagrants, mais bien plus souvent à l'équipement, à stockage de l'équipement, à petites entreprises de commerce, etc., etc. Juste afin de tirer quelques profits et réinvestir en facture d'électricité, en salaire, en prime, on peut noir, disons, payé en noir par rapport au salaire officiel minable. Mais ça a été évidemment pas du tout privé de l'intérêt particulier et on a observé très rapidement une forme de la repatrimonialisation des structures publiques universitaires. Les mêmes équipes des présidences, des doyennes, etc., en tant que managers de crise, ont commencé à fonctionner aussi comme les opérateurs de la corruption banale, assez actifs. Et par exemple, un échange une corruption en termes de prendre les sous, de prendre les finances des familles d'étudiants qui voulaient entrer aux universités sans examen. Ça faisait partie assez normalisée du fonctionnement de ce management de crise. Alors, les formes de la néolibéralisation spontanée, on peut dire en noir, s'est installée également très rapidement. Mais les années 2000, la fin des années 2000 et la décennie de 2010, ça a été marqué par une tentative provenant du... Oui, c'est bon. Provenant du ministère, de récupérer, de déposséder les unités locales de ce pouvoir économique autonome et de réaménager les flux financiers en faveur de ministères, de pouvoirs plus centralisés, etc. Et ça a été une nouvelle étape de la centralisation du pouvoir exécutif, puisque dans cette situation-là, par exemple, à la fin des années 2000 et au début des années 2010, il y avait encore les formes résiduelles de la démocratie académique, dont l'élection des doyennes et des recteurs des universités. Au début des années 2010, avec la mise de domaine du ministère sur ce chaos du pouvoir universitaire et académique, les recteurs d'université sont devenus les fonctionnaires nommés par le ministère ou par le président en personne. Et les formes démocratiques comme les conseils scientifiques, par exemple, on était encore plus assujettis aux raisons administratives et aux formes du pouvoir exécutif. Alors, tout ça n'a visiblement rien à voir avec la guerre. Pourtant, ce qu'on observe dans la même période dans les universités russes et dans les systèmes d'instituts de recherche, ça a été une mise à pas progressive des chercheurs, des professeurs qui travaillaient sur des sujets référents à cette ouverture démocratique de la fin des années 80, à des nouvelles thématiques comme par exemple Gender Studies, les LGBT, ou bien des nouvelles thématiques comme c'était mon cas par exemple, des manifestations de rue qui ont commencé en fin 2011 et qui ont marqué une étape très importante de la vie politique en Russie, le retour de la politique de rue qui n'existait pas depuis 20 ans dans l'espace post-soviétique. Et alors, justement, tous ces sujets n'ont pas été censurés par les autorités politiques directement. Ce n'était pas la police qui frappait la porte. Ça a été surtout une action de censure, ou plutôt de l'autocensure par anticipation, qui a été installée aux universités et qui a été gérée surtout en vue de raisons économiques, et notamment l'interdiction, ou plutôt les souhaits de la non-existence de certaines thématiques au sein des universités, a été prononcée parfois explicitement, plus souvent implicitement, par l'action administrative, par le non-accord d'organisation de certains colloques, etc., etc., au nom assez banal des risques économiques que certaines thématiques pouvaient avoir comme conséquence pour les budgets universitaires. De même,
les épurations politiques n'ont pas eu lieu avant 2019, je pense, 2019-2020, puisqu'il existait un système très facile de se débarrasser des professeurs et des chercheurs pas souhaitables, qui étaient trop actifs publiquement ou qui travaillaient sur des sujets que les universités ne voulaient plus s'associer avec leur marque. Ça a été la fin du contrat. Comme la grille universelle des salaires et le statut de fonctionnaire public ont été supprimés en 2008, les universités ont subi une réforme. C'était tout un paquet de mesures qui a été associé pour pousser les universités sur le marché de services libres, libéral. Et alors, les contrats CDI dans le système universitaire russe ont été supprimés définitivement. Aujourd'hui, il n'y a plus d'universités où les membres statutaires ont un CDI. Les contrats sont de durée d'1 an à 5 ans. Assez souvent, ils sont basés sur le système de performance, de la publication, des points accumulés, de la charge administrative et pédagogique qui est acceptée par les membres du corps, ce qui crée une tension à la fois très forte et une concurrence à la chasse des points et de performance, mais ce qui crée aussi des formes de modération d'expression très patentes, puisque c'est même très difficile d'assembler, de construire une campagne de solidarité avec quelqu'un pour qui le départ est associé à la fin du contrat et pas du tout à une pression politique explicite. Et je dois dire que ça a été aussi mon cas en fin 2017, où mes recherches sur les manifestations de rue, mes activités publiques, mes liens comprometteurs avec des militants des milieux LGBT, des milieux de gauche, etc., ont été très mal vus par l'administration de ma fac. Et comme ma position n'a pas été statutaire, ça a été encore plus facilement gérable, alors l'administration de la fac a supprimé tout simplement mon centre de recherche. Et par la suite, ma position a été supprimée automatiquement et j'ai été licencié sans être licencié. C'est quelque chose, c'est une subtilité tout à fait néolibérale qui a peu à voir avec les répressions staliniennes, qui a peu à voir avec les pressions directes qu'on observe aujourd'hui dans les universités russes, où le gouvernement, le ministère oblige les professeurs à se prononcer en faveur de la guerre. Ça, c'est le retour de certaines formes autoritaires, souveraines que l'époque soviétique connaissait. Mais je dois dire que le terrain de cette peut-être pas non-résistance, mais une résistance très difficile en termes des moyens institutionnels, ça a été préparé bien avant, dans les 10, 12, 15 ans précédents, où toutes les structures, toutes les formes résiduelles de la démocratie académique ont été supprimées, rasées, ou marginalisé très fortement. Et justement, on voit bien que l'époque précédente, je suis en train de conclure, à l'époque précédente à cette guerre, et même l'époque précédente à 2021, pardon, avant cette vague très intense, très régulière de la suppression de toutes les formes de la vie associative, dont le mémorial, les formes de la démocratie académique existait tout à fait en Russie, mais existait au marge des instituts académiques, des universités. Et je dois dire que ça a été une vie associative, on peut dire une vie de petite solidarité, tout à fait confortable. Les librairies, on pouvait donner des leçons publiques sur des sujets sensibles, les musées et les instituts de l'art contemporain qui ouvraient leurs portes aux chercheurs qui ne pouvaient pas se prononcer sur certaines thématiques et qui était encore tout à fait possible de discuter dans les espaces non académiques ou extra-académiques. Les journaux académiques qui réunissaient tout un milieu très fluide, très vif et souvent politiquement assez actif, ça a été l'effet direct de la prise, de la monopolisation du pouvoir académique au sein des institutions. Ce qui est arrivé dans les derniers ans,
et c'était très explicite aussi dans les universités mêmes, les présidences des universités, comme le gouvernement, comme le parquet, comme la police, ont fait un effet énorme pour couper, pour raser ces formes associatives de la vie aux marges des institutions. Et les attaques contre le mémorial, c'est juste un exemple de ce qui se passait à l'échelle plus petite dans les universités, y compris celles qui ont été considérées les plus libérales, comme par exemple la haute école d'économie que vous connaissez certainement, certains de vous aussi par les formes de la coopération académique et scientifique. Voici, alors, la guerre n'a pas été préparée en termes de la guerre, mais évidemment, la compatibilité de ces mesures de la gestion néolibérale de l'université ont ouvert une porte à l'invasion, aux mises au pas militarisées, y compris des universités, des structures universitaires d'aujourd'hui, les tentatives, voilà, de faire les universités, de transformer les universités au vecteur de ce message favorable à la guerre par un affaiblissement continu et, je dirais, très efficace, malheureusement, des structures associatives et démocratiques de la vie académique. Merci.